de vous accueillir ce soir dans cet amphithéâtre pour la conférence d'ouverture de notre mois de la solidarité. Mars solidaire a été conçu comme une occasion de mettre en lumière des valeurs qui nous semblent disparaître de l'espace public et que l'on voit de moins en moins dans les médias, sur les réseaux sociaux et parfois même dans notre quotidien. L'entraide, l'échange, l'engagement en faveur des plus démunis, des plus fragiles, mais aussi de ceux qui nous ressemblent et de ceux qui nous ressemblent moins. Ensemble, redonnons du sens à la fraternité, un principe qui sublime notre devise nationale. Ce projet a demandé énormément de travail, de réflexion, de remise en question, beaucoup de réunions aussi, je l'avoue, de discussions, et c'est précisément pour ça, que ça nous rend d'autant plus fiers de vous le proposer aujourd'hui et de vous rassembler tous ensemble. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de ce projet et à la tenue de cet événement. Tout d'abord, mes camarades et mes chers collègues du pôle solidarité de l'association Le Vide Juridique, Caroline, Samy, Léa, Wallis, Jenny, Syrah, Bénédicte, Charis, Philippine, Ilan, Amina, mais aussi Rita Akbadji, représentante étudiante élue qui n'a malheureusement pas pu faire le déplacement ce soir, ainsi que tous les services de l'université qui sont mobilisés ce soir pour rendre cette conférence possible. Je pense notamment à la vie associative, le service hygiène et sécurité, audiovisuel, le service entretien. Merci aussi aux équipes parlementaires de Madame Aubry pour avoir participé et collaboré à la tenue de cet événement. Merci également à la présidence de l'université pour avoir mis à disposition ce grand et bel amphithéâtre Roubier. Merci à vous, tous ici présents, de soutenir de telles initiatives étudiantes. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir car on a l'honneur de recevoir une invitée qui a un parcours remarquable. C'est une personnalité qui est engagée, une personnalité politique de premier plan tout d'abord, mais avant tout une personne profondément engagée en faveur de l'égalité, de la tolérance, des droits humains, de la démocratie et de la justice sociale, des sujets que nous avons abordés ensemble ce soir. Notre invitée incarne ces valeurs au sein du Parlement européen, où elle est eurodéputée et la présidente la plus jeune de groupe parlementaire européen. Elle porte ses engagements aussi bien dans ses prises de parole publiques que dans ses choix vestimentaires. Je pense notamment à ses t-shirts « Taxer les riches » qui suscitent autant l'admiration qu'elle suscite les critiques. C'est un véritable honneur pour nous, le Vide Juridique, de l'avoir parmi nous ce soir. Merci de souhaiter la bienvenue à Madame Manon Aubry. Madame Aubry, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et merci à la fac de Lyon 3 d'avoir rendu possible ce débat démocratique et je pense qu'il est utile. Exactement. Alors on va commencer d'entrée de jeu pour vous expliquer un peu comment va se dérouler cette conférence. On va d'abord échanger des questions avec notre invitée Manon Aubry et puis à la fin vous aurez aussi l'occasion, vous le public, de poser vos questions et d'échanger directement avec elle. Donc Madame Aubry, donc encore merci pour avoir accepté notre invitation à Lyon 3. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes quelqu'un qui est particulièrement engagé. Si on peut faire une petite rétrospective sur votre parcours, vous avez déjà, dès le plus jeune âge, on peut dire que vous êtes engagé dans le militantisme. Vous avez notamment été à l'origine de blocage lycéen. Vous êtes ensuite rentré à Sciences Po, vous êtes engagé au sein de l'UNEF. Ensuite, votre parcours vous a mené dans les ONG, donc notamment Médecins du Monde au Libéria, la Fondation Carter en République démocratique du Congo. Vous avez travaillé sur les droits humains. Notamment, vous avez été également porte-parole d'Oxfam sur les questions d'évasion, de justice fiscale et d'inégalité. Vous êtes aussi passé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, bravo. Vous avez notamment abordé la question de la sécurité alimentaire. Vous avez travaillé sur la campagne One Million Hungry, pour la sécurité alimentaire, et notamment au sein de Solidarité Internationale. Et comme je l'ai dit, vous êtes élu au Parlement européen depuis 2018, réélu en 2024, et président... 2019, pardon. Présidente de groupe la plus jeune du Parlement européen, bravo. Donc, à l'âge de 35 ans, vous avez déjà un parcours riche entre engagement syndical, engagement humanitaire et désormais un engagement politique.
Qu'est-ce qui a favorisé, qu'est-ce qui a motivé surtout cet engagement en faveur d'une meilleure distribution des richesses, en faveur de l'égalité et des droits humains plus globalement? Merci. J'ai l'impression que c'est bon, je peux prendre ma retraite vu le super portrait. Non, mauvaise nouvelle, vous avez peut-être vu le fameux conclave est tombé à la poubelle. Quelle surprise! Et notre génération, et votre génération encore plus, je ne sais pas si on peut dire qu'on est de la même génération ou pas, vous me direz à la fin, vous jugerez, va probablement travailler, je ne sais pas, jusqu'à 65, 66, 67 ans. Donc il va y avoir quelques batailles à venir. Mais d'ici là, pour en revenir sur mon parcours, d'abord merci pour le portrait. Merci à vous d'être si nombreuses et si nombreux. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des jeunes qui se politisent dans notre pays. On y reviendra sur l'engagement de la jeunesse. C'est source d'espoir quand on ferraille au quotidien dans des enceintes qui ne vous sont pas toujours favorables. Et peut-être pour revenir sur mon parcours, enfin, je pense qu'au-delà du CV, en vrai, c'est pas très important le CV. Et la politique, elle doit être ce qu'on en fait. La politique, elle doit être ouverte à toutes et à tous. Et si peut-être j'ai un message à faire passer aujourd'hui, et en particulier parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes ici dans cette salle, et je vais m'adresser à vous particulièrement. Pendant très longtemps, on a cru que la politique était réservée à une forme de club d'élite. C'est aussi une image très viriliste qui est véhiculée de la politique. Vous avez vu Emmanuel Macron parler du réarmement démographique, comme si nos utérus étaient des formes nouvelle armée en devenir. On a vu Emmanuel Macron utiliser tous les codes les plus virilistes, qui sont les codes de la politique, qui fait qu'aujourd'hui, dans ce Parlement en France, le pourcentage de femmes a reculé par rapport au mandat précédent. Merci la dissolution d'Emmanuel Macron. Et peut-être ce que mon histoire peut vous dire, au-delà du CV, et j'insiste parce que la politique, elle est faite pour tout le monde. Ce que cette histoire peut vous apprendre, c'est qu'on n'est pas tous programmés pour faire de la politique. Oui, j'étais politisée, c'est vrai. Mais si un jour on m'avait dit que je me retrouverais devant des étudiants à faire autre chose qu'enseigner, mais à venir devant vous comme une élue politique, j'y aurais jamais cru, parce que peut-être la chose la plus importante que tu n'as pas dite, c'est que moi, j'avais pas prévu de devenir députée européenne. J'avais pas prévu d'être tête de liste en 2019 quand la France Insoumise est venue me chercher. Et je dois aussi vous admettre que sur le moment, mon premier réflexe a été de me dire non. Genre, quand Jean-Luc Mélenchon est venu me voir, je l'avais jamais vu de ma vie. Il vient me voir, il me dit bonjour, on parle 1 heure d'évasion fiscale, c'est sympa, et au bout d'1 heure, il me dit tu veux pas être notre tête de liste pour les élections européennes? Alors sur le moment, comme je suis une jeune fille polie, je me dis jamais de la vie, mais voilà, comme je suis une jeune fille polie, je me dis bon, bah, je vais attendre. Et puis la vérité, c'est que la raison pour laquelle je voulais dire non, les 2 raisons pour lesquelles je voulais dire non, la première, c'est parce que en travaillant dans le secteur associatif, certains d'entre vous se destinent peut-être à travailler dans le secteur associatif, je me disais que peut-être j'étais plus utile dans le secteur associatif. Et puis j'ai repensé à tous ces moments, et quand on travaille sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale, c'est très singulier. Je veux dire, on a gagné la bataille culturelle. Si on demande dans la rue, est-ce que vous trouvez ça normal que Bernard Arnault ou Total ne payent pas leur juste part d'impôt? Tout le monde va vous dire, bah non, c'est pas normal. Et pourtant, on ne gagne pas la bataille politique. Pourtant, on a des scandales d'évasion fiscale qui continuent à se multiplier. Pourtant, on a Bernard Arnault qui paye toujours pas ses impôts. Et donc, à ce premier défi, je me suis dit, ben en fait, si c'est moi qui appuie sur le bouton, on parlera plus tard des lobbies, eh bien, il n'y a pas de risque que je me fasse influencer par les lobbies. Et puis, il y a une deuxième raison plus fondamentale qui m'a fait hésiter, et qui font hésiter peut-être certains ici d'entre vous dans cette salle à s'engager. Cette raison, c'est la violence du milieu politique. On ne va pas se cacher. La politique, c'est violent, c'est misogyne, c'est souvent raciste. La politique, c'est finalement peut-être le pire de la société, et en même temps, on n'a pas trouvé d'autres moyens de changer la vie des gens. Et je peux vous dire que 5 ans après, j'ai pas été déçue, mais 5 ans après, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je mène la bataille au quotidien, et je sais pourquoi
quand je vois, y compris les scores qu'on a fait dans la jeunesse aux élections européennes, où on nous dit tout le temps Jordan Bardella, vous savez que moi je le surnomme Jordan Bardella parce qu'on ne le voit pas souvent au Parlement européen. Jordan Bardella, il est très fort pour faire des vidéos TikTok, mais quand il s'agit de défendre la jeunesse, il n'est pas là. Et on nous dit souvent, oui, le Rassemblement National, le parti de la jeunesse. Eh bien moi, je suis fière de vous dire que chez les 18-25 ans, c'est notre liste de la France Insoumise qui est arrivée en tête au dernier Notre présence en nombre ce soir, y compris dans une fac qui ne nous est pas forcément la plus favorable, illustre, à mon sens, et c'est ce message que je vais essayer de vous envoyer toute la soirée, une des raisons pour lesquelles je viens là. Quand on fait de la politique, c'est un combat du quotidien. Mais on a besoin de chacune et de chacun. Et ce que mon parcours illustre, c'est que moi qui étais politisée, mais qui me refusais à la politique, parce que c'était trop violent, parce que je pensais que j'étais le moins utile. Aujourd'hui encore, j'ai pas changé d'avis sur la politique, mais je sais que si on veut changer le quotidien, en particulier des millions de jeunes en France, alors il n'y a pas d'autre moyen. Et je viens devant vous 5 ans plus tard, sans regret et peut-être même encore plus combative, et j'espère que c'est ça qu'on peut retenir au-delà de ce que j'ai fait spécifiquement, qui à mon sens n'a pas beaucoup d'importance. Alors, Madame Aubry, merci pour cette réponse. Je pense qu'on peut dire que vous êtes un peu un exemple pour moi en tant que jeune, en tant que femme, par rapport à votre parcours. Je voulais vous poser une question puisque vous êtes engagée dans de nombreux domaines et vous avez notamment travaillé sur la question de la sécurité alimentaire. Donc, selon un rapport des Nations Unies, en 2023, c'est plus de 700 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, un chiffre qui a augmenté de plus de 120 millions par rapport à 2019. En 2024, Action contre la faim a appelé à la vigilance en France où le droit à l'alimentation n'est plus suffisamment garanti puisque de plus en plus de jeunes et de moins jeunes recourent quotidiennement à l'aide alimentaire. En tant que communauté étudiante, nous sommes particulièrement touchés par cet enjeu et on peut se poser la question de l'arrivée en France d'un phénomène de déclassement. De plus, le Parti écologique a récemment déposé une proposition de loi en faveur d'une carte vitale alimentaire. Est-ce pour vous une solution? Merci pour cette question. Je reviendrai après sur la notion d'exemple, mais on en rediscutera, parce que moi je pense qu'il faut, peut-être qu'il faut des références, mais que finalement les exemples sont aussi des gens qui bataillent et qui sont inconnus, et c'est à elles et eux que je veux penser, parce que nous on a la chance d'être la phase émergée de l'iceberg, mais derrière nous il y a énormément de gens qui font un travail bien plus extraordinaire que le nôtre. Pour en revenir à la question sur le fond, sur la carte vitale alimentaire, c'est intéressant et c'est pour ça que ça s'appelle carte vitale. On a un système en commun de sécurité sociale, mais on n'a pas la même chose pour la sécurité alimentaire. Comme si le droit à se nourrir, c'est-à-dire à vivre dignement, était moins important que le droit à se soigner, qui permet aussi de vivre dignement. Et c'est à ce à quoi veut s'attaquer la carte vitale alimentaire, dont le principe est assez simple, c'est de garantir un accès universel à l'alimentation à partir d'une carte vitale, une forme de carte vitale qui est financée par des cotisations sociales et qui permet de nourrir un minimum en fonction des besoins. Je ne vais pas aller ici dans le détail. Les populations, et en particulier la population la plus précaire. Par ailleurs, c'est aussi bénéfique économiquement à partir du moment où vous faites le choix des sources d'approvisionnement et donc vous pouvez vous fournir de manière locale votre alimentation et relancer la production locale, par exemple, je sais pas, dans un rayon de 50 km maximum autour de Lyon, pour ne prendre que cet exemple. Et cette proposition, en fait, elle s'attaque à un problème plus global, d'un paradoxe qui est immense et insupportable. En France, si vous prenez la surface des terres agricoles, vous avez de quoi nourrir, tenez-vous bien, 130% de la population française, c'est-à-dire 88 millions d'habitants. Donc largement plus que le nombre d'habitants qu'on a en France. Et donc on a largement de quoi nourrir notre population, mais dans le même temps, vous avez 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. Vous avez des gens qui sautent des repas tous les jours
dans la 7e plus grande puissance économique mondiale. Et ça, c'est insupportable. Et c'est lié à un système agricole et alimentaire où on a orienté notre système agricole, on l'a tourné vers l'exportation à cause des accords de libre-échange. Et donc, on a une agriculture tournée vers l'exportation et on va importer des quatre coins du monde du lait, de la viande, des fruits, des légumes. La moitié des fruits et légumes qu'on consomme est importée. Et donc, on est en train de construire une alimentation qui ne répond plus à nos besoins les plus directs. Je ne parle même pas du coût écologique d'aller chercher du lait en Nouvelle-Zélande, littéralement de l'autre bout de la planète. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se mobilise aussi contre les accords de libre-échange au niveau européen. Et il y en a un qui est en débat en ce moment, qui est l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Vous le savez, c'est Brésil, Argentine, donc États d'Amérique du Sud. Et pour comprendre de manière assez simple, la taille moyenne des surfaces agricoles au Brésil et en Argentine, c'est la taille de l'île de France. C'est des géantes exploitations agricoles, dont par ailleurs qui utilisent des pesticides dont 80% sont interdits dans l'Union européenne. Donc on va importer de l'autre bout du monde des produits agricoles qui vont polluer et qui vont en plus nous défoncer la santé, le tout au profit de quelques entreprises multinationales. Eh bien, moi je suis fière, et même si la bataille est loin d'être gagnée, mais au Parlement européen de présider le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix à ces accords de libre-échange et de défendre un modèle de relocalisation de notre agriculture pour se nourrir et répondre à nos besoins ici en France et en Europe et éviter le coût écologique dramatique de ce système agricole. Et je voudrais terminer par dire un mot spécifiquement sur la jeunesse. Parce que aujourd'hui, on a une jeunesse qui souffre. On a plus de 60% des étudiants, et je sais que c'est le cas certainement des personnes ici dans cette salle, 60% des étudiants qui sautent régulièrement des repas. On est en train d'abandonner notre jeunesse, pas seulement parce qu'elle ne peut plus se nourrir, mais parce que aussi, année après année, les gouvernements, les uns après les autres, et c'est pas seulement l'apanage d'Emmanuel Macron, coupent dans les dépenses budgétaires et notamment dans l'éducation. Et dans le même temps où ils découvrent soudainement des dizaines de milliards d'euros pour financer la guerre et les dépenses militaires, il n'y a plus d'argent pour les dépenses sociales. Pire, c'est même là qu'ils vont faire les économies. Alors, plutôt que ce modèle qui vise à rogner tout le temps sur nos hôpitaux, sur nos écoles, pour aller financer derrière les chars d'assaut, nous défendons, oui, un modèle de redistribution. Et mon t-shirt « Taxer les riches », c'est pas juste pour faire parler de moi. C'est pour prôner un modèle de redistribution sociale. Je veux dire, quand on propose une taxation des plus riches, avec un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, ça va, personne n'est concerné dans la salle, sauf s'il y a le fils de Bernard Arnault. Il n'hésite pas à venir me saluer. Je pense que vous n'êtes pas concerné dans la salle, non ? Eh bien, juste si on taxe de 2%, pas 100, 2%, les millionnaires qui possèdent plus de 100 millions d'euros, on récupère 25 milliards d'euros, soit un quart du budget de l'éducation nationale en France. Juste en taxant quelques centaines de personnes. Je ne parle même pas des questions d'évasion fiscale sur lesquelles j'ai aussi travaillé pendant longtemps. Donc oui, on a les moyens de financer. On a les moyens de financer quoi pour notre jeunesse ? Le fait qu'on ne laisse pas crever notre jeunesse. Le fait que, quand vous alliez au Crous, on ait des repas à 1 euro maximum pour vous nourrir le midi. Le fait qu'on finance une allocation d'autonomie au niveau du seuil de pauvreté pour que plus un jeune n'ait à hésiter entre ses études et le travail, pour que plus un jeune n'ait à dépendre de sa famille pour étudier, pour qu'on assure l'avenir de notre jeunesse. Voilà ce qu'on défend et voilà pourquoi on se bat pour vous, pour cet avenir et pour ce futur. Qui, je pense, fait chaud au cœur à tous les jeunes étudiants présents dans la salle. On va désormais poursuivre avec un autre sujet sur lequel vous avez pris la parole. Donc, on peut dire que le continent africain se trouve également au cœur de votre sensibilisation et de votre engagement. En République démocratique du Congo, vous avez accompagné des organisations locales dans l'évaluation de l'impact de leurs actions sur les droits humains.
L'est du pays, et notamment la région du Kivu, est en proie depuis plusieurs années à un conflit d'ampleur sur fond d'exploitation minière. Les rebelles du mouvement M23 se sont emparés de villes clés dans le nord Kivu et on déplore des millions de morts dans ce pays de 110 millions d'habitants. Toutefois, la couverture médiatique reste minime. Pensez-vous que l'Europe reste silencieuse sur cette question? De plus, comment les pays européens peuvent-ils mieux appréhender les enjeux du continent africain et sont-ils à la hauteur pour relever de tels défis humanitaires? Merci de parler en effet d'un conflit largement oublié. Il se trouve qu'en effet j'ai travaillé 2 ans en République démocratique du Congo. Je travaillais dans l'est du Congo. À ce moment-là, le conflit était aussi assez fort, notamment avec le M23. Et ce que ce conflit illustre, au-delà de la responsabilité des États européens sur laquelle je reviendrai, c'est comment l'exploitation des ressources naturelles est à la source d'un désordre mondial. Parce que si le M23 combat dans l'est du Congo, c'est aussi parce que dans l'est du Congo, vous trouvez plus de 80% des ressources de cuivre et de cobalt. Ça paraît abstrait, le cuivre et le cobalt, vous en avez tous là-dedans. Donc vous avez probablement du cuivre et du cobalt qui provient du Congo. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans à documenter les impacts sur les violations des droits de l'homme des mines. Il y a un peu plus au sud, dans le Katanga, vous avez aussi cuivre, cobalt et vous avez aussi de l'or. Vous avez quelques exploitations minières. Et ça devrait faire évidemment une richesse énorme de ce pays, la RDC, qui devrait être un des pays les plus riches au monde compte tenu des ressources naturelles qu'ils ont. Et évidemment, ils ne le sont pas parce qu'ils se font piller les ressources. Et si le M23 est si actif, poussé, financé par le Rwanda, le pays voisin, pour ceux qui ont la carte en tête, à l'est du Congo de la RDC, eh bien, c'est aussi parce que derrière, c'est une course à l'exploitation des ressources naturelles, qui est le nouvel or noir, qui est le nouvel or, vu y compris la nécessité dans la production et dans la course folle vers les produits électroniques, ce qui pose par ailleurs une question indispensable qu'est la question de la nécessaire sobriété, le fait qu'on n'ait pas à devoir changer notre téléphone tous les 2 ans et contraindre les entreprises là-dessus et les constructeurs. Mais pour revenir à la RDC, ce qui se passe, c'est cette course à l'exploitation des ressources naturelles. Et quand on regarde de près les flux de ressources naturelles, on s'aperçoit que 90% des ressources naturelles qui sont vendues par le Rwanda proviennent en fait de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda, c'est un tout petit pays. Ils ont quelques mines, mais ils en ont assez peu par rapport au volume de ressources qui existent à l'est du Congo. Et face à ça, vous avez l'Union européenne, dans sa stratégie colonialiste habituelle, qui se dit « du cuivre et du cobalt, on en a besoin pour nos téléphones et nos ordinateurs portables. Chouette, faisons un accord avec le Rwanda. Comme ça, on va pouvoir, à bas coût, nous importer le cuivre et le cobalt et puis produire encore plus d'ordinateurs, de téléphones et de tout ça. » Et là, c'est le moment où on touche à l'hypocrisie de l'Union européenne, qui sur le papier prétend défendre les droits humains, etc. Mais quand on vient devant la tribune du Parlement européen demander la suspension de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda qui vise et qui facilite l'importation des minerais, il n'y a plus personne. Et étrangement, non seulement il n'y a plus personne, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est de s'attaquer au seul texte qui permet de demander des comptes aux entreprises multinationales. Pour celles et ceux qui doutent parfois, et il y a des raisons, de l'utilité d'avoir des députés européens. Ça, c'est une victoire dont je suis fière sur une bataille qu'on a menée lors du mandat précédent. Cette bataille, c'est le devoir de vigilance des multinationales. C'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'ai aussi fait le choix de m'engager en politique. Parce que, pour revenir à mon parcours, le seul, peut-être le trait commun, c'est qu'en partant de l'humanitaire, je me suis rendu compte que si on ne changeait pas les règles du jeu, alors, à la fin de l'histoire, eh bien, on sera borné à faire des commentaires. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'étais en République démocratique du Congo, déjà, je travaillais à la nécessité d'avoir des règles pour les entreprises multinationales. Parce qu'on a un paradoxe immense. Que ce soit des entreprises des nouvelles technologies,
mais aussi des entreprises comme Total, comme Shein, bref, toutes ces entreprises-là, les profits remontent à la maison mère, donc la société, hein, pour ceux qui y font un peu d'économie, vous voyez bien, hein, la société siège de l'entreprise. Par contre, la responsabilité en matière de droits humains, là, elle ne remonte pas à la maison mère. Et le devoir de vigilance des multinationales, c'est un texte sur lequel je me suis battue pendant 5 ans pour rendre responsables les entreprises multinationales qui violent les droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement. J'en reviens à la République démocratique du Congo. Pour que quand vous achetiez votre téléphone, eh bien, les entreprises qui vous vendent votre téléphone, Samsung et autres, puissent être rendues responsables pour les violations des droits humains qui sont commis dans l'Est du Congo, pour l'exploitation des enfants, pour la pollution. Et j'en passe dans les actes de torture de ce que j'ai documenté. J'ai vu des horreurs quand je travaillais en République démocratique du Congo. Des trucs qui vous filent la gerbe, littéralement. Eh bien, ce texte-là qui demande des comptes aux entreprises multinationales, c'est un des premiers textes qui est attaqué par la nouvelle Commission européenne, dans leur grande volonté de dérégulation, qui est plutôt une grande volonté de cadeau fait aux entreprises multinationales. Et c'est une des raisons pour lesquelles, là, il va falloir qu'on se batte collectivement dans les prochaines semaines pour sauver ce texte, parce qu'ils veulent le tuer. Et enfin, puisqu'on parle de droit international, je m'en voudrais de ne pas parler du 2 poids 2 mesures sur l'application du droit international par l'Union européenne. Vous avez vu les massacres qui ont repris dans la bande de Gaza depuis 48 heures. En 48 heures, il y a probablement eu les journées les plus mortelles dans l'histoire du conflit entre Israël et la Palestine. Que Benjamin Netanyahou non seulement n'a pas respecté le deal et le cessez-le-feu, mais en plus de cela, il met en péril la vie des otages. Puisque, en bombardant, comme il le fait, de manière indiscriminée, la population civile, avec déjà plusieurs centaines de morts, c'est toute la paix, évidemment, dans la région qui est de nouveau remise en question. Et face à ce massacre, vous avez l'Union européenne qui continue de rester les bras croisés, l'Union européenne qui continue de fournir des armes au gouvernement génocidaire de Benjamin Netanyahou, l'Union européenne qui refuse de suspendre son accord d'association avec Israël et qui continue à financer indirectement la guerre. Alors là aussi, je suis fière qu'au Parlement européen, on tienne bon malgré les intimidations, on tienne bon pour dire qu'il faut cesser le feu, on tient bon aussi pour arrêter la complicité des États européens. Et coûte que coûte, on continuera à défendre la voie de la paix, même si parfois le bras de fer est difficile, même si parfois on se fait attaquer de terroristes ou je ne sais quoi. Parce qu'une vie humaine vaut une vie humaine, qu'elle soit au Congo, qu'elle soit en Ukraine, qu'elle soit à Gaza. Et nous, notre humanité, elle est à part entière. Elle ne fait pas de distinction en fonction de la religion, en fonction de l'origine. Et cette humanité tout entière, elle est en jeu dans la bande de Gaza. Alors plus que jamais, on aura besoin d'une large mobilisation pour dire cessez le feu, une bonne fois pour toutes, cessez le feu. On va faire un petit retour sur le continent européen cette fois. On va parler un peu de ce qui se passe ces derniers mois au Parlement européen et qu'on est malheureux de voir. Ces derniers mois, le continent européen est en proie à des mouvements de désinformation et d'ingérence étrangère, surtout à l'approche des grandes échéances électorales. Ça a été le cas au Royaume-Uni, ça a été le cas en Roumanie avec l'annulation d'une élection présidentielle et ça a été également le cas récemment en février en Allemagne avec les élections législatives. Sur ce dernier cas, on a notamment une étude de l'ONG Global Witness qui montre qu'en amont des élections, plus de 60% du contenu recommandé sur X et près de 80% du contenu sur TikTok étaient liés à l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. On se souvient aussi de cette interview d'Alice Weidel, donc leader de l'AfD, avec Elon Musk sur son réseau social X en début d'année. Comme d'autres, vous parlez de cette internationale réactionnaire qui se tisse autour de Donald Trump et qui se fonde sur le post-vérité. La Commission a certes engagé une enquête suite à l'interview organisée par Elon Musk, mais au fond, l'Europe est-elle encore en retard sur cette question? N'y a-t-il pas des risques que la régulation devienne un outil politique, ouvrant ainsi une boîte de Pandore?
C'est une question qui est difficile et qui est intéressante parce qu'évidemment, elle nous frappe tous en plein cœur, même si c'est une nouvelle forme de conflit international. Et j'ai été assez frappée, j'ai assisté à la réunion avec le Premier ministre François Bayrou la semaine dernière où globalement il préparait les esprits à la guerre et qu'ils nous ont présenté l'état des menaces, de cyberattaques à la fois de la part de la Russie, mais aussi de la part la manipulation, en tout cas sur les réseaux sociaux, de la part d'un certain nombre d'acteurs internationaux, et je pense qu'Elon Musk en fait partie. Et j'étais frappée de voir que leur réponse, c'était des chars, des canons, et l'investissement de 100 milliards d'euros dans l'économie de la guerre. Bon, j'ai rarement vu des canons qui permettaient de lutter contre les cyberattaques, mais c'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse parce que aujourd'hui, cette internationale réactionnaire, clairement, a un terrain d'avance immense sur les réseaux sociaux et l'Union européenne a finalement organisé sa propre dépendance. C'est vassalisé, y compris en priorité aux États-Unis, en étant incapable de développer les propres outils de sa souveraineté numérique, en particulier de sa souveraineté numérique, mais on pourrait aussi parler de sa souveraineté en matière industrielle. À tel point qu'on a aujourd'hui Elon Musk qui, en effet, parade avec l'extrême droite allemande, manipule les algorithmes au profit de l'extrême droite, qui nous fait nous poser la question. Vous êtes, au vu de vos applaudissements, quelques-uns à être de gauche dans cette salle, et c'est tant mieux. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont aussi les bienvenus, je tiens à le dire. Ce qui fait qu'on est nombreux à s'interroger sur notre stratégie à avoir vis-à-vis de ces réseaux sociaux. Tiens, on va faire un petit test dans la salle. Combien d'entre vous sont sur X ou Twitter, peu importe comment on l'appelle? C'est beaucoup, ok? Combien d'entre vous sont sur Instagram? Là, je vais avoir tout le monde, ok? Combien d'entre vous se posent la question de quitter l'un ou l'autre de ces réseaux? Ok, c'est pas mal. C'est une petite moitié de la salle, pour ceux qui n'ont pas vu. C'est une question qui est légitime. Et je veux la traiter ici parce que je vais vous donner ma façon de voir les choses en partant du principe que moi, je suis une élue. Donc, je suis dans une position un petit peu différente de la vôtre. Mais je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, c'est normal de se poser cette question. Et en même temps, je pense qu'on doit y rester pour mener la bataille. D'abord, la raison pour laquelle je vous ai posé la question sur Instagram, c'est que Instagram n'est pas exempt non plus. On a beaucoup parlé de Twitter, d'Elon Musk, mais vous avez vu Instagram qui est possédé, c'est Meta, par Mark Zuckerberg. Je ne vous ai pas posé la question de combien en Facebook, parce que là je vais prendre un coup de vieux et personne ne va lever la main. Mais c'est aussi Facebook, c'est aussi WhatsApp, Meta, pour avoir en tête. Donc Mark Zuckerberg, lui aussi s'est aligné dans les pas d'Elon Musk. Il a, par exemple, supprimé les posts de fact-checker qui existaient. On le voit aussi, moi je le vois déjà à mon niveau, sur la manière dont les algorithmes sur Instagram aussi favorisent les contenus d'extrême droite. Donc pour moi, la question, elle se pose sur, malheureusement, l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels on est. Donc une fois que j'ai dit ça, la question, elle est légitime. Voici pourquoi moi je pense qu'on ne devrait pas déserter. La première raison, c'est que, vous en faites la démonstration en levant la main, c'est que ces réseaux-là, il y a des millions, des dizaines de millions de personnes à l'échelle de la France qui y sont. Et je pense qu'on ne doit pas laisser seule l'extrême droite dessus. D'autant plus qu'on a un problème avec les réseaux sociaux, mais on a un petit problème quand même en France qui s'appelle les médias, qui s'appelle Vincent Bolloré, qui s'appelle Monsieur Hanouna. Voilà, pour ne citer que. Alors je sais bien, je ne sais pas si vous avez vu, il a une petite idylle avec la fille de Brigitte Macron en une de Paris Match, le même jour où il y a une enquête de Mediapart qui sort pour démontrer ces techniques de management absolument insupportables. Je pense que ceci n'est pas un hasard. Bref, je referme la parenthèse, mais on a un petit sujet de médias. Donc dans un contexte où on a les principaux médias qui sont détenus par une poignée de milliardaires en France, la question se pose de quels sont nos outils pour parler au plus grand nombre et à la population. Donc, première raison, je pense qu'on ne doit pas laisser seule l'extrême droite
Bon, moi je me suis inscrite sur Blue Sky. Combien vous êtes sur Blue Sky? Ouais, voilà, on n'est pas très nombreux. Donc c'est chouette, hein, je poste des petits posts sur Blue Sky, mais on va pas se raconter d'histoire, il y a un peu un entre-soi. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à mener la bataille, et j'en arrive à la deuxième raison, c'est que je pense qu'il faut mener cette bataille pour confronter l'extrême droite sur son terrain. Et que, oui, à chaque fois que l'extrême droite dit des fake news, à chaque fois que l'extrême droite tient des propos racistes, même des campagnes de haine sur les réseaux sociaux, on ne doit pas fermer les yeux. Je vous prends un exemple, dernier débat en date, le gouvernement qui veut interdire aux femmes voilées de faire du sport. Et puis quoi encore? De quoi ils se mêlent? Eh bien, ça porte une raison derrière et un nom très clair, et il faut pouvoir le dire et mener la bataille. Ça s'appelle de l'islamophobie. Leur objectif est de pointer du doigt les gens, et en particulier les femmes de confession musulmane, comme étant la source de tous les maux dans notre société. Eh bien, cette bataille, aussi difficile soit-elle, il faut la mener pied à pied, y compris sur leur propre terrain. Et j'en arrive à ma troisième raison. La raison pour laquelle, moi spécifiquement en tant qu'élu, et je précise d'où je parle, en tant qu'élu, parce que je peux comprendre que des gens ici dans la salle, en particulier des jeunes femmes racisées, se sentent harcelées sur les réseaux sociaux, et pour cette raison-là décident de le quitter. Et je le comprends tout à fait. Mais moi, je suis une élue, et je ne crois pas beaucoup à la politique des petits pas. C'est comme sur l'écologie, je ne crois pas qu'un mouvement de boycott global va enlever le pouvoir, malheureusement, à Elon Musk. Ce à quoi je crois, en revanche, c'est à la régulation des règles, des normes, des lois. Et que Elon Musk, aussi fort soit-il, aussi puissant soit-il, aussi riche soit-il, ne peut pas imposer sa loi dans l'Union européenne. Et qu'il existe déjà des règles qui peuvent sanctionner jusqu'à 6% du chiffre d'affaires des entreprises multinationales. Et que quand on voit la fortune d'Elon Musk, ça fait un petit paquet d'argent quand même. Et qu'on peut commencer par appliquer ces règles. Ça s'appelle les directives DSA et DMA pour ceux qui s'y intéressent. Mais on peut aller plus loin, en demandant par exemple la transparence des algorithmes, qui fait partie des choses que nous n'avons pas. Et donc on ne sait pas pourquoi quand tu scrolles, tu me proposes une vidéo de recettes de pâtes cacio et pépé, ça c'est pour les trentenaires. Et puis pour les vingtenaires, je sais pas, j'ai plus 20 ans donc je sais pas ce qu'on me propose pour les vingtenaires, mais vous savez mieux que moi. C'est dur, oui. Et qu'au milieu où tu scrolles, tu suis pas Bardella et tu vas pas savoir pourquoi on va te proposer un contenu de Bardella plutôt que de Manon Brie. Peut-être qu'on peut regarder du côté de la transparence des algorithmes. Et enfin, je crois à la vertu d'un contrôle plus général indépendant. Il existe pour les médias l'ARCOM, qui a d'ailleurs, n'en déplaise à notre cher Cyril Hanouna, sanctionné C8. Parce qu'ils ont tenu des propos homophobes, parce qu'ils ont tenu un certain nombre de fake news, des propos racistes, enfin je fais pas toute la liste. Et ils ont fini par être sanctionnés. Pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les réseaux sociaux, vu leur pouvoir? Sachant que c'est la première source d'information pour des millions de gens, et en particulier pour la jeunesse de notre pays. Et qu'il est temps de remettre un peu de règles dans cette jungle, dans cette grande jungle. Il est temps que l'Union européenne ne soit plus l'idiot utile de la mondialisation à se coucher devant les États-Unis, Donald Trump et Elon Musk. Il est temps de remettre des règles. Mais pour ça, il faut assumer un rapport de force. J'aime pas beaucoup ce mot-là, puisque je démarrais en disant qu'il ne faut pas emprunter un langage viriliste et guerrier, mais qu'il faut assumer en tout cas de mener la bataille contre ces grandes entreprises multinationales. Et de dire que Trump, Musk, etc., aussi forts et puissants soient-ils, ce n'est pas à eux de faire la loi dans l'Union européenne, et c'est à nous, c'est aux élus de la faire, dans un cadre démocratique, à vous, citoyennes et citoyens, de choisir de notre pays, mais qu'en aucun cas, un milliardaire ne peut décider de l'avenir de l'humanité de milliards d'habitants. Les partis d'extrême droite en Europe progressent fortement ces dernières années. La liste est longue. Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Slovaquie, Italie, Finlande, Suède, Allemagne. Et leur succès repose en partie sur des discours très durs sur l'accueil de l'immigration, des discours xénophobes, amplifiés depuis la crise migratoire de 2015 et un certain sentiment de subversion. Aujourd'hui, même des pays... Subversion ou submersion? Lapsus révélateur. Submersion, pardon.
bien sûr des mots qui sont empruntés à M. Bayrou. Aujourd'hui, même des pays traditionnellement perçus comme des modèles d'intégration, et je pense notamment aux pays scandinaves, mènent des politiques plutôt dures face à l'accueil des migrants. Est-ce que cette évolution en Europe était inévitable? Comment répondre politiquement à cette montée en puissance de ces partis d'extrême droite et à cette peur ambiante alors qu'ils représentent désormais la troisième force politique au Parlement européen? Reste programme 1. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de son ombre et mener la bataille pied à pied. Parce que aujourd'hui, la xénophobie, il y a bien quelque chose qui n'a plus de frontières, c'est ça, pour les fachos et pour l'extrême droite. Et que on vit aujourd'hui à un moment, et je ne pensais pas que ça arriverait un jour, où ce débat à ciel ouvert au Parlement européen, un projet, par exemple, de remigration. La remigration, ce ne sont évidemment pas mes termes, la remigration, c'est quoi? C'est la volonté, ni plus ni moins, de déportation. C'est la volonté, ni plus ni moins, de regarder les Françaises et les Français, les Européennes et les Européens en fonction de leur origine. On va faire un petit test, tiens, dans la salle. Combien ont, dans leur famille, donc on peut remonter jusqu'aux grands-parents ou arrière-grands-parents, un grand-parent ou un arrière-grand-parent étranger, tel qu'il soit, hein, européen? Waouh! Waouh! Voilà! Eh bien, cette image, d'habitude c'est pas autant, cette image, vous voyez, c'est la meilleure réponse. C'est notre France, celle de la liberté, égalité, fraternité, qui ne reconnaît pas les Je sais pas si quelqu'un a pris en photo, mais on enverra à Bruno Retailleau avec un bisou. Voici la France. Et pardon, j'en ris, mais en fait, c'est vraiment pas drôle ce dont on parle. Aujourd'hui, l'extrême droite a fait de la question migratoire son obsession totale. Alors, il y a une autre question dont ils ont fait une obsession, c'est les questions des droits LGBT, on y reviendra après. Mais les groupes d'extrême droite, puisqu'il y en a plusieurs au Parlement européen, sont en train de dicter l'agenda politique. Donc, on a eu un premier pacte asile-immigration qui visait, tenez-vous bien, par exemple, les États européens. Au début, on nous disait « Ah, pour une fois, il y aura un principe de solidarité, donc quand les migrants arrivent en Grèce ou en Italie, les autres États européens devront venir en aide. » Nous, la solidarité, on est pour, on pense qu'il faut aider la Grèce et l'Italie. Mais il y avait une petite astérix, là, c'est comme dans les contrats d'assurance en tout petit. Les États auront le droit de s'y soustraire s'ils payent 20 000 € par tête de pipe, donc par réfugié. Ces quels 20 000 €, donc ajoutez, hein, ça fera des millions et des milliards, serviront à financer quoi? Des murs aux frontières de l'Union européenne. Nous sommes en 2025, nous sommes tous nés ici après la chute du mur de Berlin, et l'Union européenne se sert de l'argent public européen pour financer des murs aux frontières de l'Union européenne. Mais ça ne leur suffisait pas. C'était le plan asile, le pacte asile-immigration. Ça, c'était sous le mandat dernier. Là, ce mandat, comme ils se sont dit, chouette, on a encore plus de gens de droite et d'extrême droite, et comme la frontière n'existe plus vraiment entre les deux, de nouveau, seule frontière qu'ils aiment bien abolir, eh bien, ils se sont dit, on va aller plus loin. Et évidemment, la Commission européenne, qui n'écoute que son courage, ou ses idées d'extrême droite, Ursula von der Leyen, la présidente, s'est dit, on va aller encore plus loin. Et donc là, il nous propose ce qu'on appelle la directive retour. Je vous passe les détails, mais l'objectif, c'est de faire du profilage racial, d'augmenter le temps de détention des migrants, d'accélérer le retour des migrants sur la base de simples soupçons de risques qu'ils pourraient peser sans même qu'il y ait eu de condamnation. Bref, c'est la porte ouverte à la xénophobie, mais cette fois-ci, qui n'est plus uniquement dans les paroles, mais qui est dans les actes, et qui se transforme en xénophobie d'État. Et tu as bien fait de parler des pays scandinaves, parce que ce que nous apprennent les pays scandinaves, c'est que à chaque fois que la gauche renonce sur ses principes et sur ses valeurs, et notamment sur ses valeurs d'humanité, eh bien, elle installe en réalité l'extrême droite au pouvoir. Et je pense notamment
à des États comme le Danemark, où le Parti socialiste a mené une des politiques migratoires les plus dures de toute l'Europe. Je pense à l'Allemagne, où le gouvernement, qui avait une coalition avec y compris des partis de gauche, entre guillemets, on finit par laisser passer un projet extrêmement dur sur la migration pendant la campagne des élections nationales. Et ce que nous apprend l'expérience allemande, et notamment le bon score qui a été fait et qui n'était pas prévu par nos camarades à nous de Die Linke qui siègent dans mon groupe au Parlement européen, c'est que à chaque fois que la gauche trahit ses valeurs fondamentales, elle installe l'extrême droite. Mais qu'en revanche, si la gauche ne cède pas une once de terrain, ne cède pas un pouce aux valeurs d'extrême droite, aux discours déshumanisants, aux discours anti-migration, aux discours racistes, eh bien alors, la gauche peut progresser à la fois dans les sondages et dans les élections. C'est une leçon pour toutes celles et tous ceux à gauche qui seraient tentés de céder du terrain à l'extrême droite, comme parfois le Parti socialiste a pu être tenté sur ces sujets dans certains États européens. Mais nous, ce que nous défendons et prônons, c'est une gauche qui est ferme sur ses valeurs. Qui est ferme sur ses valeurs quand on a un gouvernement comme celui de Bruno Retailleau qui parle de français de papier et qu'on a une partie de la gauche qui refuse de la censurer. Alors oui, la gauche se fourvoie dans ses valeurs et elle oublie son histoire. Mais moi, je suis fière de faire partie de cette gauche qui se tient droite devant vous et qui se rappelle précisément de l'histoire de la France, de sa diversité, de sa richesse et de sa force. Et de mettre les combats antiracistes, pas au 10e tiroir en bas, là, que vous ressortez quand il n'y a plus aucune priorité, mais de mettre l'antiracisme au centre de nos combats. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous appelons à une grande mobilisation ce samedi 22 mars, là, dans quelques jours, parce que la leçon à retenir de partout là où l'extrême droite s'installe en Europe, c'est qu'à chaque fois que la gauche cède du terrain sur les combats antifascistes et antiracistes, elle installe l'extrême droite. Alors il nous faut une digue contre cette internationale réactionnaire, qu'elle soit forte, qu'elle soit fière, qu'elle n'ait pas honte et qu'elle se tienne droite face à toutes celles et à tous ceux qui veulent banaliser les discours racistes et haineux. Et c'est pour la raison pour laquelle j'espère que vous serez nombreuses et nombreux. Je pense qu'on peut affirmer qu'au sein du Parlement européen, vous entendez mener un combat féministe. Merci pour ça d'ailleurs. Parce que je pense que je parle au nom de la plupart des femmes ici pour dire que la lutte est loin d'être terminée. En Europe, le combat pour le droit à l'avortement a été au cœur de l'action féministe. Et la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 a constitutionnalisé cette liberté en réponse au retour des débats issus de l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade par la Cour suprême américaine. Selon vous, était-ce plutôt symbolique? Et pensez-vous que cela suffise à nous protéger en tant que femmes? Ne seriez-vous pas plutôt pour une norme de droit de l'Union qui consacrerait, elle, la protection d'un droit à l'avortement et non pas d'une liberté dans l'ensemble des pays membres? Merci pour cette question et je pense que c'est essentiel en effet et ça fait le lien avec la question précédente sur l'attaque réactionnaire parce que l'extrême droite ne s'en prend pas seulement aux droits des migrants, pas seulement aux personnes en fonction de leur origine religieuse mais en fonction de leur genre aussi et que c'est un combat extrêmement central et on vit aujourd'hui dans un moment où je suppose qu'on est tous nés ici dans cette salle et on ne pensait pas qu'un jour on aurait à combattre pour le droit à l'avortement. On est tous nés ici en disant le droit à l'avortement c'est un droit qui est acquis, qui est conquis et qu'on ne va pas remettre en question. Pourtant, en Europe, le front de la lutte contre le droit à l'avortement ne cesse de s'élargir. En Pologne, non seulement des femmes meurent pour essayer d'avorter,
mais les femmes qui viennent en aide, je dis les femmes parce que ce sont souvent des femmes, mais les personnes qui viennent en aide aux femmes qui veulent avorter peuvent être poursuivies en justice. C'est notamment le cas d'une activiste qui s'appelle Justina et qui est poursuivie par le gouvernement polonais. Et qui est poursuivie en justice et qui risque même de la prison ferme pour cela. En Hongrie, l'avortement est théoriquement légal, mais Viktor Orban, qui est d'extrême droite, a introduit, pour toutes les femmes qui veulent avorter, l'obligation d'écouter le fœtus, le cœur du fœtus battre. Pour bien qu'on vous rappelle qu'il y a un être vivant. Et c'est ça la volonté qu'ils ont derrière. En Italie, le droit à l'avortement est légal, mais 75% des médecins sont objecteurs de conscience, donc refusent de pratiquer le droit à l'avortement. En France, les plannings familiaux, que vous êtes certainement nombreuses en particulier à connaître ici dans cette salle, sont régulièrement attaqués, notamment par l'extrême droite, alors qu'ils sont un dispositif public qui a de moins en moins de financement chaque année pour faciliter l'accès aux droits reproductifs. La droite et l'extrême droite s'attaquent à l'éducation, à la sexualité à l'école. Bref, je peux vous faire une liste longue qui va faire froid dans le dos, mais je vais juste vous raconter une anecdote supplémentaire pour celles et ceux qui douteraient de la nécessité de défendre ce droit. Au Parlement européen, on a régulièrement des débats sur le droit à l'avortement. Et le dernier débat qu'on a eu, il m'a marqué. Parce que je vous ai dit, au Parlement européen, on a plusieurs groupes d'extrême droite. C'est un peu les 50 nuances de facho. On n'en a pas un, pas deux, pas trois. Il y a un groupe avec Jordan Bardella, un groupe avec Sarah Knafo, un groupe avec Marion Maréchal, lequel vous voulez. Il tu perds, face tu perds. Et donc, imaginez, dans les débats parlementaires, au moment où ça discute droit à l'avortement, vous avez un député d'extrême droite qui arrive et qui dit, quand même, à cause du droit à l'avortement, on n'a pas de quoi financer nos retraites. J'ai bien d'autres idées pour financer nos retraites. Mais là, il y a son petit camarade d'extrême droite à côté qui doit se dire, attends, là, il faut que j'y aille et que je tape plus fort. Et donc, souvent des hommes d'ailleurs, qui arrivent à la tribune de l'hémicycle et qui disent que le droit à l'avortement, c'est un massacre de masse. Puis là, il y a Marion Maréchal Le Pen qui arrive et qui a un truc qu'elle a répété beaucoup pendant la campagne en disant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est vraiment important, mais vous savez, toutes celles et tous ceux, 80%, c'est un chiffre qu'elle utilise qui est complètement farfelu, des auteurs de violences sexuelles sont des étrangers. Et puis, j'y reviendrai là-dessus parce que c'est un élément important sur la question des VSS. Et puis, il y a le petit copain d'à côté qui se dit « Ah, il faut que je tape encore plus loin et il faut que je dise que le droit à l'avortement, tenez-vous bien, est un génocide. » Entendu, dans l'hémicycle du Parlement européen. Alors, pour celles et ceux qui doutent de la nécessité de protéger notre droit le plus fondamental à disposer de notre corps, à choisir pour nous-mêmes, qui viennent faire un tour avec moi au Parlement européen. Et vous verrez la grande et belle nécessité d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux, comme on a réussi à inscrire après une longue et âpre bataille le droit à l'avortement dans la Constitution française. Et je suis fière que la gauche ait mené cette bataille ensemble, unis, et qu'on ait gagné des droits, parce que oui, les droits des femmes ne sont jamais complètement acquis, qui peuvent être menacés à la moindre crise, et que la longue marche pour les droits des femmes est loin d'être terminée, et qu'il faudra plus que jamais se battre pour inscrire de manière définitive le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux, et que plus personne ne puisse décider pour nous-mêmes ou pour notre corps. Sur ce sujet et que je m'en excuse. Mais la question des droits des femmes, vous savez, c'est toujours la question qui est reléguée dans les débats télévisés. Vous pouvez être sûr que dans les débats des élections européennes, on a eu notre heure sur les questions de migration. Mais jamais, il y en a eu 7 ou 8, je crois, il n'y a jamais eu une thématique des droits des femmes. Et toujours, cette question a été abordée, notamment par le prisme de la migration, ce qui me permet de faire une réponse à Marion Maréchal sur la question des violences
sexistes et sexuels. S'il y a un point commun aux auteurs de violences sexuelles, et en particulier aux auteurs de viols, ce n'est pas leur nationalité. Leur point commun, c'est d'être des hommes. Leur point commun, c'est d'avoir vécu dans une société patriarcale. Leur point commun, c'est de bénéficier de l'impunité du système judiciaire. Alors oui, une bonne fois pour toutes, à l'extrême droite, les violences sexistes et sexuelles ne connaissent ni de religion, ni de nationalité. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est se donner les moyens d'écouter les victimes, se donner les moyens d'accompagner les victimes, se donner les moyens de croire les victimes. Parce que oui, 90% des auteurs de violences sexuelles, ce sont des gens de l'entourage, ce sont des pères de famille, ce sont des frères, des cousins, des parents. Ce sont des gens qui sont connus de l'entourage des femmes victimes. Et je veux vous parler d'un combat qui me tient particulièrement à cœur et qui va être important dans les semaines qui viennent. Vous le savez peut-être, 1% seulement des auteurs de viol sont condamnés en justice. Et si seulement 1% des auteurs de viol sont condamnés en justice, c'est parce que notre société tout entière est construite autour de la culture du viol. Je suis sûre qu'il n'y a pas une femme dans cette salle qui ne pourrait pas témoigner des violences de rue, ça va d'un commentaire jusqu'à un rapport non consenti. Tout cela participe d'un même continuum de violence que l'on a vu au moment du procès de Mazan, où Gisèle Pelicot a été violée par des dizaines et des dizaines d'hommes. Et il suffit de voir la défense d'un certain nombre des auteurs présumés qui étaient poursuivis. Parmi la défense, je me souviens d'un qui m'a marqué et qui a dit, ni plus ni moins, elle était forcément consentante parce que son mari était là. Elle était droguée, violée. Et en 2025, un avocat d'une personne poursuivie pour viol peut encore dire qu'elle était consentante parce que son mari était là. Voilà aujourd'hui la réalité de cette société dans laquelle on vit, où la culture du viol est présente à tous les étages. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me bats depuis un certain nombre d'années au niveau européen et au niveau français pour revoir la définition du viol, pour introduire précisément cette notion de consentement et pour inscrire en lettres d'or, une bonne fois pour toutes, le fait qu'un rapport non consenti est un viol. Point barre. Fin de l'histoire. Et que cesse enfin l'impunité des auteurs de viol qui jouissent aujourd'hui d'une société patriarcale dans laquelle les victimes sont davantage pointées du doigt que les auteurs. Comme le disait très bien Gisèle Pelicot, il est temps que la honte change de camp. Et la honte changera de camp quand on arrivera à gagner cette belle et cette grande bataille pour changer la définition du viol. Une proposition est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. J'espère qu'elle va gagner, comme on a gagné au Parlement européen avant qu'Emmanuel Macron lui-même bloque cette avancée, pour qu'une bonne fois pour toutes, on inscrive en lettres d'or qu'une relation sexuelle sans consentement est un viol et que les auteurs puissent être poursuivis et qu'on en termine avec l'impunité des violeurs dans notre pays. Je vous remercie de vous être étendu sur cette question du droit des femmes, parce que c'est une question qui n'est jamais assez abordée, et souvent quand elle est abordée, c'est par des vieux hommes qui décident entre eux ce qu'on doit faire de notre corps. Donc ça fait du bien d'entendre les personnes concernées sur la question. Donc on va changer de sujet, mais pas tant que ça, parce qu'on va continuer de parler des personnes peu recommandables qu'on trouve au Parlement européen, et on va à présent parler de la corruption. Donc cette année, l'ONG Transparency International a revu la position de la France dans son classement concernant la perception de la corruption. Le pays passe désormais dans la catégorie des États risquant de perdre le contrôle de ce phénomène. Cette baisse traduit notamment en manque de confiance accrue envers le personnel politique et les institutions. Cela fait également plusieurs années qu'Anticor se livre à un bras de fer avec le gouvernement pour renouveler son agrément annuel. Au niveau européen, on se souvient du Qatar Gate, scandale de corruption qui a touché les membres du Parlement.
et qui a mené à l'élaboration d'une directive de lutte contre ce phénomène qui devrait être votée dans les prochains mois. Donc, comment percevez-vous ce projet de directive et selon vous, est-il urgent de remettre en cause la place accordée au lobby par les parlementaires européens? Il y a un lien direct entre ces deux questions. Je vais vous raconter une petite anecdote. Au moment où on votait un texte sur le droit à l'avortement au niveau européen, il y a un groupe de lobby qui représente droite hyper-conservatrice qui a envoyé à tous les députés européens, tenez-vous bien, un fœtus en plastique. Imaginez, vous ouvrez votre courrier le matin et vous tombez sur un fœtus en plastique pour vous encourager à ne pas voter pour le droit à l'avortement parce que quand même, il faut préserver la vie de ce petit fœtus. Vous imaginez la violence, y compris pour des femmes qui ont pu recourir au droit à l'avortement dans leur vie. Et le lien, il est d'autant plus fort qu'aujourd'hui, ces événements anti-droit à l'avortement s'organisent en toute liberté au sein du Parlement européen, relayés par l'extrême droite. Et qu'à travers les droits des femmes, ils s'attaquent aussi aux droits des LGBT notamment. Et pas plus tard que cette semaine, le groupe de Jordan Bardella, qui s'appelle Les Patriotes, qui porte très mal son nom, soit dit en passant, quand on sait leur lien avec Elon Musk, par exemple. Et donc le groupe de Jordan Bardella a organisé un événement transphobe, ouvertement transphobe. Et ce type d'événement-là se multiplie avec des liens étroits et ténus entre les groupes de lobby ultra-conservateurs et l'extrême droite au niveau européen. Ce qui me permet de dire que nous, de notre côté, on a organisé avec notre groupe de la gauche, mais aussi avec les copains écolos, on a organisé une haie du déshonneur à l'entrée de cette salle. On n'a pas empêché les gens d'entrer. Mais on est venu avec des drapeaux aux couleurs LGBT, des drapeaux aux couleurs des personnes trans, pour rappeler une chose très claire, que la transphobie n'a pas sa place au Parlement européen, et que les personnes trans ont tout le droit d'exister, mais que la transphobie n'a pas le droit d'exister, et que l'amour, sous quelque forme que ce soit, a le droit d'exister. Je vous raconte ça parce qu'il y a eu un débat, y compris dans les rangs de mon propre groupe, sur qu'est-ce qu'on fait avec la multiplication face à la multiplication de ces événements. Et ça revient à ce que je vous disais un peu plus tôt. Je pense qu'il ne faut pas céder une once de terrain à ces événements qui visent à banaliser les discours transphobes, homophobes, racistes qui se multiplient au Parlement européen. Ce d'autant plus quand on sait les liens ténus que ces groupes-là ont avec des groupes de lobby ultra-conservateurs. Et j'en arrive à la question des lobbies de manière plus générale. Tu as parlé du Qatargate, gros scandale de corruption où littéralement des députés européens ont été pris la main dans le sac avec des valises de billets. Alors, on se croirait dans une série Netflix, hein, des valises de billets qui venaient du Qatar. Pour la petite anecdote sur le Qatargate, moi j'avais négocié un peu plus tôt un texte qui visait à dénoncer les violations des droits humains liées à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Et au cours de la négociation, je m'étais rendu compte que j'avais des députés en face de moi qui reprenaient mot pour mot les arguments du Qatar, qui disaient il y a des progrès immenses qui avaient été faits en matière de droits humains. Il y a eu 6500 morts sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. Hein. En termes de progrès en matière de droits humains, on repassera. Et, bon, je vous passe les détails de ces réunions de négociation. Et je me souviens que j'étais sortie de là en disant, mais avec qui je négocie? Avec des députés européens ou avec l'ambassade du Qatar? J'avoue que je ne pensais pas si bien dire et je ne pensais pas que l'ambassade du Qatar tirait directement les ficelles derrière. Pourquoi je vous raconte ça et pourquoi c'est possible? En fait, c'est possible parce que ce qu'il faut bien comprendre à l'échelon européen, ce qui n'est pas le cas à l'échelon national, c'est que ces négociations dont je vous parle, elles se déroulent entre quatre murs. Imaginez, on ferme les portes ici, on éteint la caméra et on va négocier un texte sans que aucun média, aucune ONG, aucune personne extérieure, a fortiori vous, en tant que citoyen et électeur, ne puisse avoir accès à ces négociations. Et c'est cette opacité-là qui nourrit cette corruption-là. Parce que, vous savez, les lobbies, les corrompus,
sont un peu comme des vampires. Ils détestent la lumière. Et donc, un des premiers enjeux pour lutter contre cette corruption organisée, c'est de faire la lumière sur leurs pratiques. Et on aurait pu penser qu'après l'onde de choc du Qatargate, que des choses allaient changer, des règles allaient changer. Je me suis battue pour que des règles changent. Mais non. Une fois l'émotion passée, on revient au business as usual avec tous les groupes. Franchement, parfois au Parlement européen, j'ai l'impression de jouer à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Donc, je touche pas aux règles. Ah oui, non, moi non plus, je touche pas aux règles. Et puis surtout, ne touchons pas aux petits privilèges des députés européens. Je sais pas, moi, on m'avait toujours dit qu'on payait bien les députés européens. J'ai pas de problème à dire notre salaire, il est très élevé. Nous, on est de gauche, on reverse une partie. Mais bon, je suis pas sûre que tous mes petits camarades fassent ça. Et a priori, on nous a toujours dit qu'on payait bien les députés pour pas qu'ils soient corrompus. Ça a vachement bien marché. Et je sais pas si vous le savez, au Parlement européen, c'est autorisé de recevoir des rémunérations en plus de votre rémunération d'élu, de votre indemnité d'élu. Ce qui fait qu'on a, tenez-vous bien, un tiers des députés européens qui touchent de l'argent en plus de leur indemnité d'élu. Je ne vous parle même pas de ceux qui touchent encore plus d'argent en tant que lobbyiste ou je ne sais quoi, plutôt qu'en tant que député. Et là, j'ai une question assez facile à répondre. Quand vous touchez de l'argent, a fortiori beaucoup d'argent, de la part d'une entreprise, et plus d'argent de la part d'une entreprise que votre indemnité d'élu, à votre avis, à qui vous rendez des comptes? À l'entreprise qui vous paye ou aux citoyens qui vous élisent? Je crois que la question est vite répondue. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me bats pour une interdiction de ce qu'on appelle les rémunérations annexes. Je propose une chose très simple qui m'a valu des moqueries pendant la campagne. Mais une chose toute simple, évidente. On interdit aux députés européens de toucher de l'argent en plus de leur indemnité. Voilà, s'ils veulent faire du bénévolat pour Total, qu'ils y aillent. Mais peut-être qu'on peut se dire que leur indemnité d'élu, ça suffit, non? Je sais pas. Ça peut faciliter. Eh ben non, nous voilà, 2 à 3 ans plus tard, vous avez peut-être vu, il y a un nouveau scandale, mais celui-là il fait pas de bruit, où on a appris que cette fois-ci c'est l'entreprise Huawei qui a acheté des députés, là encore, il y a plus d'une dizaine de députés qui sont poursuivis, ils ont payé des voyages, des places à des stades pour aller voir des matchs de foot, sérieux quoi. Député européen, il peut pas se payer sa place pour un match de foot. Et là, tout le monde tombe des nues en mode « Oh mon Dieu, c'est horrible ce scandale !» Et les gars, vous avez fait quoi en fait? Vous avez voté contre quand j'ai proposé d'interdire les rémunérations annexes. Vous avez voté contre quand j'ai proposé une véritable autorité éthique indépendante qui a les moyens de contrôler. Parce que l'enjeu, c'est pas seulement les règles, mais c'est aussi qui va contrôler. Et sachez que le peu de règles qu'il existe au Parlement européen, c'est contrôlé par les députés eux-mêmes. Autant dire à Monsanto de réguler les OGM, bon, ce sera bien fait, ou à Total de faire les régulations en matière pétrolière. Je pense qu'on sera vraiment super nickel. Donc l'enjeu, c'est de changer les règles et de les appliquer avec un contrôle indépendant. Mais on n'arrivera pas à régler ça si on ne s'attaque pas au cœur du problème et à la prolifération des lobbies. Pour vous, j'ai une petite question, parce que j'aime bien les quiz, et puis comme il se fait tard, et je promets que je termine ma réponse là-dessus, pour voir un peu, avoir votre avis, vous pensez qu'il y a combien de lobbyistes en moyenne par député européen? Sachant que moi j'ai 5 personnes qui travaillent dans mon équipe à temps plein, pour vous donner une idée. Hein. À votre avis, il y a combien de lobbyistes en moyenne par député européen? Dites un chiffre au pif, de 0 à 1 milliard. Il n'y en a pas 1 milliard, vous vous doutez bien. Il n'y a pas 0 non plus. 3, ok, 4, 5, 10, 20, 70. En moyenne. Donc, vous imaginez les moyens déployés. Moi, avec mon équipe de 5 personnes, on a 2 ici qui sont dans la salle, ils sont formidables, ils sont extraordinaires. J'ai de la chance de les avoir. Mais
soit-il, face à 70 lobbyistes en moyenne, ils font le poids parce qu'on est plus fort, mais on va pas se raconter d'histoire, il y a un peu un truc de proportion des moyens mis. Donc, au bout d'un moment, il faut aller aussi au cœur de la question et se demander qui fait la loi et qui fait la règle au niveau européen. Et moi, j'assume de dire que, au bout d'un moment, il va falloir faire le ménage de la cave au grenier dans les institutions européennes, et que collectivement, à travers les citoyens, on reprenne le pouvoir, et que, bien sûr qu'on peut consulter, y compris des entreprises, dans le cadre de l'élaboration de textes, mais que ça se fait de manière publique, ça se fait pas à coup de billets dans l'ascenseur ou je ne sais quoi avec des entreprises. Et que si on veut se donner les moyens de lutter contre la corruption, alors il faut s'attaquer au cœur du système et à ceux qui veulent corrompre, en disant que ce n'est pas au lobby de faire la loi, mais c'est aux élus et de rendre des comptes devant des citoyens. Voilà ce ménage que je propose de faire, et croyez-moi que ce coup de balai n'est pas pour plaire à tout le monde. Et quand on propose par exemple l'interdiction des rémunérations annexes, la régulation des lobbies, tout ça, eh bien, on est souvent très peu de députés à voter en faveur. Je ne vous parle même pas quand je dépose des amendements pour baisser le salaire des députés. Alors là, c'est le crime de lèse-majesté. Je crois qu'on est 20 dans l'hémicycle à le voter. Mais moi, je crois profondément que l'argent pourrit la démocratie et que si l'on veut renouer un lien démocratique, y compris, pour moi, imaginez à quel point c'est dur quand j'entends le truc de tous pourris, bah ouais, c'est eux qui sont en train de détruire la démocratie. Bah, sachez que il y a quelques élus qui se battent pour changer les règles, qui se battent aussi pour mieux redistribuer les richesses, et que oui, il est possible de faire de la politique dans notre pays sans chercher l'argent qui va avec, et que l'argent n'a pas d'odeur, mais elle a quand même une odeur du dégueulasse, et que si l'on veut faire un peu le ménage dans notre société, ça suppose des mesures de lutte efficaces contre la corruption et contre le lobby, n'en déplaise aux premiers concernés. Merci pour vos réponses, merci pour cette belle réponse. Je me fais un petit peu disputer, donc on va commencer à donner la parole au public. Non, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez désormais la parole. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment, et nos micromans vous donneront la parole. On commence peut-être avec monsieur. Bonjour. Mohamed Al-Khali, réfugié palestinien. Je remercie beaucoup pour votre soutien à la Palestine, à Gaza et Jenin. Je demande une question. On doit faire quoi en tant que citoyen français et peuple français pour que le gouvernement français il sanctionne Israël? On doit faire quoi en France? Merci. Bonjour. D'abord, je veux dire, c'est l'occasion de m'adresser à travers toi à tous les réfugiés palestiniens et leur dire que c'est notre honneur et humanité la plus élémentaire que d'accueillir les gens qui fuient la misère, mais surtout qui fuient la guerre aujourd'hui, qui est menée par Benjamin Netanyahou. Et je veux dire ici que tous les réfugiés palestiniens seront les bienvenus en France et que non, ils ne sont pas des terroristes en puissance, mais D'abord, à l'échelon européen, je parlais tout à l'heure de la nécessité de suspendre l'accord d'association, de la nécessité d'arrêter l'envoi d'armes. Il y a un truc qui m'a frappé dans les 5 ans où j'ai siégé au Parlement européen, et singulièrement depuis le 7 octobre de l'an dernier. Si je compte bien, depuis le 7 octobre, on a eu, je crois, on a eu évidemment une résolution au Parlement européen après le 7 octobre, et je pense que c'était nécessaire pour condamner les actes du Hamas. Mais après cela, de mémoire, on a eu maximum, je crois, 2 résolutions sur la situation. Non, une seule, je dis une bêtise. On a eu une seule résolution sur la situation à Gaza, alors qu'on a eu
au moins une trentaine de résolutions sur la situation en Ukraine. Loin de moi l'idée de comparer, c'est pas comparable la situation de manière précise. Par contre, dans les deux cas, le droit international est violé. Dans les deux cas, vous avez des gouvernements qui violent le droit international, qui occupent illégalement des territoires, parce que, en réalité, l'histoire en Palestine n'a pas démarré avec des massacres. Il a démarré avec aussi une occupation illégale, y compris en Cisjordanie, dont on parle assez peu. Et moi, je ne supporte plus ce deux poids, deux mesures qui fait que l'Union européenne a le droit international à géométrie variable, qu'on peut faire des résolutions sur des situations à juste titre à l'échelon international dans plein de pays, mais qu'on devrait se taire sur ce qu'il se passe à Gaza. Et combien de fois j'ai demandé en conférence des présidents de groupes que l'on ait un débat et une résolution sur la situation à Gaza pour condamner, rappeler la position de la Cour pénale internationale. Je veux dire, on en est à un point où l'Union européenne, quand la Cour pénale internationale, qui a lancé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'Union européenne ne se mobilise même pas pour défendre le mandat de la CPI qui est attaqué par Donald Trump et les États-Unis. C'est tout l'architecture du droit international qui va s'écrouler si on ne défend pas ce mandat de la CPI. Si on n'appelle pas un chat. Parce que oui, ce qu'il se passe dans la bande de Gaza, ça porte un nom. Ça s'appelle un génocide. C'est une extermination massive d'une population. Ce qu'on peut faire, déjà, je dois dire que je suis fière, ça a été peut-être le cas de vous ici dans cette salle, de voir qu'il y a eu des mobilisations massives et qu'il continue à y avoir des mobilisations massives et qu'après les nouvelles attaques du gouvernement israélien il y a 48 heures, qu'il y a eu une mobilisation spontanée, je crois qu'il y en a eu une aussi à Lyon, qu'elle était importante et qu'il faut qu'on continue à mettre la pression sur le gouvernement français. Vous vous souvenez peut-être d'Emmanuel Macron qui avait dit oui, bien sûr, il faut reconnaître l'État de Palestine, mais c'est pas le bon moment. Emmanuel Macron, si vous nous écoutez, quand sera le bon moment? Quand on sera plus à plus de 45 000 morts, mais à des centaines de milliers de morts dans la bande de Gaza? Quand on sera plus à 80% de destruction des infrastructures, mais à 100% de destruction des infrastructures? Quand on aura exterminé une génération entière d'enfants, de bébés? Quand le mot même de palestinien n'aura plus de sens tellement la population aura été meurtrie et affaiblie? Quand, Emmanuel Macron, la reconnaissance de l'État de Palestine, alors, sera faite par la France? Et là aussi, nous devons demander, exiger la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Et là, je pourrais parler des heures de la Palestine, mais je veux être sûre qu'on laisse le temps à d'autres questions. Merci pour votre réponse. Là, il y a une jeune fille, madame en violet. Merci pour tout ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Je voulais revenir sur l'introduction du consentement dans la loi. Moi, j'étais plutôt d'accord avec ça, et puis j'ai discuté avec des copines féministes qui disent que ce sera un danger pour le... Ah oui, non, si ça marche. Un danger pour le droit des femmes de durer le viol au consentement, si je ne me trompe pas. Et donc, on pourrait dire que c'est la faute des femmes si elles ont été violées parce qu'elles n'ont pas dit non, par exemple. Et je voudrais bien savoir quoi leur répondre à ces camarades féministes. Voilà. Et avoir ton avis là-dessus. Merci pour cette question, et tant mieux si les moments où on se voit collectivement, on se donne de la force et de l'énergie, et peut-être des arguments pour les discussions en soirée avec les copines féministes. Il y a un débat qui existe, il est vrai. Je dois dire que des associations, par exemple, comme le planning familial, ou Nous Toutes, sont en faveur de l'inscription de la notion de consentement dans la définition du viol. La crainte, je vais d'abord revenir sur la crainte. Leur crainte, c'est que
ça remet en question le cadre du droit actuel. Dans le droit, notamment le droit pénal, le viol est actuellement défini avec 4 critères, la contrainte, la surprise, bon, je ne vais pas aller dans le détail, et leur inquiétude, c'est qu'on assigne la notion de consentement à chacun de ces 4 critères, qui a le mérite d'exister, mais qui ne prend pas en compte un phénomène très bien décrit par énormément de victimes de viol, et c'est une des raisons pour lesquelles les associations qui accompagnent les victimes de viol y sont en faveur, qui est le phénomène de sidération. Une femme victime de viol va pas nécessairement avoir des traces de violence, si tant est que l'on puisse documenter des traces de violence. Pour documenter des traces de violence, il faut, sans aller dans tous les détails du parcours abominable pour une femme victime, qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, en réalité, la plupart des femmes ne portent pas plainte, avant même d'être déboutées ensuite dans leur parcours judiciaire. Et parce que, pour collecter ces preuves, encore faut-il qu'il y ait un bon lien avec le système judiciaire et le système, par exemple, hospitalier. Je vous donne un exemple très concret. En Espagne, il y a une loi qui est venue avec beaucoup de moyens, qui a réduit par 3 le nombre de viols. Et dans cette loi, il y a notamment l'introduction de la définition du consentement. Les femmes, par réflexe, les femmes de victimes ne vont pas aller dans un commissariat, elles vont aller dans un hôpital. Elles vont être prises en charge, mais elles peuvent y déposer plainte. Ce qui veut dire que la collecte des preuves est plus facile. Mais de nouveau, là, c'est quand on parle de signes de violence. Combien de femmes peuvent témoigner de l'effet de sidération dans une relation sexuelle qui est non consentie? Et donc c'est pour ça que la notion de consentement est centrale. Mais là où pour moi il y a une ambiguïté qui est maintenue par celles et ceux qui s'y opposent, c'est que la notion de consentement, elle ne vient pas à la place des 4 autres critères. Donc elle ne change rien au cadre du droit actuel. Elle donne un outil supplémentaire aux juges pour condamner. Pour avoir discuté avec beaucoup de juges qui ont dû traiter des cas de viol, il y a beaucoup de juges qui m'ont dit, les victimes, je les avais en face de moi, je les croyais. Elles étaient dévastées. Mais légalement parlant, je n'avais pas de quoi condamner les auteurs. Et le résultat, c'est que ces femmes victimes ont souvent subi ce qu'on appelle une victimisation secondaire, pour laquelle il y a une plainte qui a été déposée par la CEDH, par un certain nombre de femmes victimes, qui ont vécu un enfer dans la procédure judiciaire, à qui on a demandé comment elles étaient habillées, si elles avaient bu, si elles avaient provoqué. Et ces femmes-là, pour en avoir croisé quelques-unes, ne s'en sont jamais remises. Et donc, la faiblesse de l'arsenal judiciaire que nous racontent tous ces cas, qui malheureusement ne peuvent pas être condamnés, et qui derrière découragent les femmes victimes. Je suis sûre que, vu la proportion dans notre société, il y en a peut-être ici dans cette salle, ou des femmes que vous connaissez, qui ont été victimes de violences de différentes formes, et qui se sont dit à quoi bon aller porter plainte. Ce que va changer aussi l'introduction de la notion de consentement dans la définition du viol, c'est changer notre société tout entière. C'est aussi éduquer nos garçons et nos jeunes hommes, et je suis sûre qu'on a plein d'alliés féministes dans cette salle, parce que ce combat n'est pas uniquement le combat des femmes. Éduquer nos garçons et nos jeunes hommes à cette notion de consentement dès le plus jeune âge, notamment dans ces fameux cours d'éducation sexuelle, la boucle est bouclée, que la droite veut sucrer. Et c'est pour ça que, pour moi, introduire la notion de consentement, c'est non seulement un outil judiciaire en faveur des victimes, mais c'est aussi une révolution culturelle qu'on va opérer dans notre société, pour avoir non pas une société et une culture du viol, mais introduire une société du consentement. Et j'y crois, je crois à ça dans nos relations sexuelles, mais aussi dans nos relations humaines de manière générale. Et je crois que ce petit pas juridique, pour reprendre une expression bien connue, sera un grand pas dans la bataille féministe qui nous attend. Je sais aussi qu'elle ne sera pas facile, mais j'espère que la prochaine fois que tu en discuteras avec tes copines féministes, tu auras encore plus d'arguments.
suivante pour monsieur habillé en blanc dans la haie, s'il vous plaît. Bon, bah déjà, bonsoir Manon Aubry, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous voir et de vous entendre. Et bonsoir à tous. Je vais essayer de parler avec le peu de voix qui me reste, et en plus c'est méga stressant, vous me regardez tous. Mais allons-y. Vous évoquez les questions de souveraineté numérique et industrielle, notamment européenne, et moi je pense que ça vous a pas... Enfin, vous n'avez pas manqué de ça, mais bon, l'administration Trump s'attaque en ce moment à la science et aux scientifiques. Et en fait, moi j'avais une question. Notamment, en fait, comment rendre l'Europe attractive quand elle est déjà perçue comme extrêmement contraignante d'un prisme réglementaire. Vous l'avez évoqué notamment, moi je suis pour la réglementation, je partage votre postulat. Mais oui, en fait, comment la rendre attractive quand elle est déjà perçue extrêmement contraignante d'un prisme réglementaire, notamment en opposition avec l'exemple suisse. Voilà. Merci pour cette question et tu t'en es très bien sorti. La question de la souveraineté industrielle, elle a plein de volets. Tu as la dimension scientifique que tu as évoquée, et on voit en effet les premières coupes budgétaires qu'a fait Trump licencie massivement, et notamment dans les sciences. Et je pense que c'est aussi une leçon apprise à apprendre, parce qu'il y aura évidemment des conséquences dans les années et les dizaines d'années à venir, parce qu'un scientifique, ça ne sert pas juste, c'est pas un chercheur fou, ça sert à plein de choses, ça sert à trouver des vaccins, ça sert à plein de niveaux, et des avancées technologiques. Enfin, je veux dire, moi je suis pas réfractaire au progrès, évidemment que c'est extrêmement utile. Et mon inquiétude sur le volet purement scientifique, c'est que l'Union européenne est en train de suivre la même piste. On voit, il y a une mobilisation dans l'enseignement supérieur et de la recherche face aux coupes budgétaires, de manière générale dans l'enseignement supérieur et de la recherche, et singulièrement pour les chercheurs. Je ne parle même pas des pauvres chercheurs en sciences sociales, qui sont vraiment la dernière roue du carrosse, quoi, pour ceux qui font des études, je sais pas, de sociaux, d'histoire ou de je ne sais quoi. Encore plus bon courage. Mais comme je viens ici pour vous donner de la force et du courage, je suis aussi ravie de voir qu'il y a une mobilisation qui s'organise dans des facs entre la communauté éducative, donc les profs d'un côté et les étudiants de l'autre. Et je pense que la bataille qu'on mène face aux coupes budgétaires est aussi une bataille pour sauver l'enseignement supérieur et la recherche. Ensuite, la deuxième part de la question sur comment on met un espace de régulation, sachant qu'on est dans une compétition mondiale. Aujourd'hui, on importe tous nos produits, enfin beaucoup de nos produits, notamment de la Chine, d'un certain nombre d'États asiatiques. Donc comment on fait ? En fait, ça ne vous a pas échappé que l'Union européenne, c'est pas un Far West, quoi. Et qu'on pourrait mettre des barrières douanières aux frontières de l'Union européenne en fonction du territoire parcouru. Et que Donald Trump ne se prive pas pour le faire. Il n'y a pas de raison de nouveau qu'on soit le dindon de la farce et qu'on se dise « Oh bah non, nous, il n'y a pas besoin, et puis on va continuer à exporter nos produits et à importer de l'autre bout du monde, et donc du coup, forcément, se faire avoir. » Donc à partir du moment où on assume ce que nous on appelle une politique de protectionnisme, c'est pas fermer les frontières, hein, je rassure, c'est juste essayer de relocaliser notre économie, de produire en France, en Europe, ce dont nous avons besoin en matière industrielle, mais pas que, en matière militaire, ça vaut aussi, hein, parce que plus de 60% des dépenses militaires servent à acheter de l'armement américain, alors que c'est Donald Trump qui commande. Je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir un canon qui est fabriqué, ou d'un F-35 qui est fabriqué par les États-Unis à l'heure actuelle, et qui garde la commande militaire dessus. Donc, oui, l'Union européenne peut et doit le faire, mais là, ça dépend d'une politique, d'une volonté politique qui suppose à la fois de mettre un terme aux accords de libre-échange qui visent à importer des quatre coins du monde ce qu'on sait produire ici, et avoir une politique de soutien industriel à nos industries. Je vous prends un exemple, pas très très loin d'ici, vous aviez une des dernières entreprises de panneaux solaires, Photowatt, à Bourgoin-Jallieu. Photowatt est en train de mettre la clé sous la porte, et on va importer des panneaux solaires qui viennent de Chine, qui sont produits avec du charbon, donc c'est encore plus polluant, et de la main-d'œuvre forcée des Ouïghours. Mais la France et notre ministre de l'Industrie, qui est plutôt le ministre de la désindustrialisation, laisse fermer cette entreprise qui est pourtant un fleuron, y compris en matière de savoir-faire. Je peux vous donner cet exemple, comme je pourrais vous en donner plein d'autres.
d'entreprises qui sont aujourd'hui abandonnées alors qu'on a un véritable savoir-faire industriel. Mais pour ça, ça suppose une politique cohérente qui vise à mettre un terme au libre-échange et à venir en soutien de filières industrielles. Alors, peut-être une toute dernière question, il nous reste 2 minutes. La parole à madame qui lève la main depuis tout à l'heure avec la veste et le bordeaux. Alors bonsoir, j'aimerais juste savoir, très courte question, si le Parlement européen traite des minorités chrétiennes et alaouites qui sont massacrées en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Voilà. Oui, la réponse elle est simple, elle va être rapide, oui, et heureusement on a voté une résolution à la dernière session plénière, donc si tu veux savoir la date exacte, c'était il y a à peu près 15 jours. On a voté une résolution qu'on a co-signée, notre groupe, et on a voté en faveur évidemment, qui évidemment dénonce les massacres, il n'y a pas d'autre terme, qui sont commis par le régime syrien à l'heure actuelle, et qui appelle aussi à une réaction de la communauté internationale pour venir en aide à toutes les populations qui sont oppressées, d'où qu'elles viennent, et a fortiori en fonction de leur religion. Là aussi, l'Union européenne a là des liens avec le régime syrien, a là un pouvoir diplomatique qu'elle peut activer pour venir en aide à toutes les minorités où qu'elles soient dans le monde. Et peut-être, et je m'excuse par avance si on n'a pas pu prendre toutes les questions puisque c'est mon mot de la fin, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez un petit mot rapide à me dire à la fin. Je ne vais pas partir en courant et prendre la poudre d'escampette, mais je voudrais terminer par vous donner un petit sentiment d'espoir. Le portrait qu'on a dressé ensemble ce soir, il n'est pas forcément le plus réjouissant. J'en ai conscience quand on parle de Trump, quand on parle de l'extrême droite, quand on parle de ceux qui s'attaquent à nos droits, que ce soit les droits en fonction de notre religion, nos origines, notre genre, notre orientation sexuelle. J'ai conscience de ça, et en même temps, je pense que notre résignation collective est le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire. Que notre résignation collective est précisément ce qu'ils attendent. Qu'on perde espoir, qu'on se lasse, qu'on baisse les bras. Et je sais qu'il n'est pas toujours facile de débattre en famille le dimanche avec son tonton raciste. On a tous un tonton raciste. De débattre avec ses potes en soirée sur la notion de consentement ou autre. C'est pas toujours facile de débattre, c'est pas toujours facile de militer. Et peut-être qu'il y en a quelques-uns ici dans cette salle qui se sont dit ce soir je suis prête à m'engager et je suis prêt à franchir le pas. Il y a plein de façons de s'engager dans les associations, à l'université, dans les partis politiques, dans les mouvements qui défendent la Palestine. Il y a plein de manières de s'engager. Mais je veux vous dire pour tous les moments où vous douterez, et il y en aura plein, et je dois vous faire une confession, pardon, c'est pas confession intime ce soir, mais moi aussi ça m'arrive très souvent de douter, très souvent. Et je pense que c'est assez rare quand on fait de la politique de le dire, et que c'est bien de l'assumer. Ça va aussi contre ce modèle viriliste de tous ces mecs qui viennent à la télé, qui sont comme ça sur les plateaux télé, archi sur deux, qui vous coupent la parole sans cesse. Toutes mes aventures récentes n'ont aucun rapport avec ce que je raconte, et notamment mon petit copain Julien Andoul m'a dit prenez un verre d'eau. En me coupant la parole une quinzaine de fois et en couvrant ma voix, je suis sûre qu'il n'aurait pas dit ça à un homme plus âgé que moi. Donc, il y a des moments où on doute, et je veux vous dire que moi aussi je doute, et que c'est normal de douter. Pour la petite anecdote, avant de m'engager, et comme ça la boucle sera bouclée avec le début, je m'étais écrit une lettre à moi-même précisément pour me dire pourquoi je m'engageais, pour dire aussi toutes les lignes rouges que je voulais pas franchir. Je l'ai envoyé à 3 de mes meilleurs amis qui font pas de politique et qui sont les gardiens de ces lignes rouges. Je vous raconte tout ça parce que quand il m'arrive de douter, et ça m'arrive souvent, je la relis. Et je me demande pourquoi je me suis engagée, pourquoi je me suis lancée dans cette galère, de la violence, du torrent de boue, du torrent de haine, du débat démocratique qui est dévoyé, où on caricature vos positions à longueur de journée. On invente tous les trucs les plus farfelus
sur votre vie, on vous traque, on vous prend en photo quand vous faites vos courses, etc. Si je me suis engagée il y a 5 ans, et je vous dis, j'ai pas de regrets, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre moyen de changer la vie des gens. Et qu'il y a des millions de gens qui comptent sur nous, mais quand je dis nous, c'est vous aussi, collectivement. Et donc, je voudrais finir par ce petit moment d'espoir. Pour tous les moments où vous vous doutez, rappelez-vous de cette soirée, le 19 mars de cette année. On était là, on était nombreuses et nombreux. On s'est donné de la force, de l'espoir, de l'énergie. Et repensez à cette force et à cette énergie tous les moments où vous vous douterez. Repensez à moi, envoyez-moi un message. Et on restera ensemble pour mener les grandes et difficiles batailles qui nous attendent. Et on doutera certainement encore, mais j'espère qu'à la fin on finira par gagner. En tout cas, moi j'y crois et c'est pour ça que je continue encore un peu. On va faire une petite ligne pour ceux qui veulent rester un petit peu plus.